Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'architecture des réseaux neuronaux. C'est vraiment le moteur de la révolution actuelle en intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Un sujet passionnant. Nos sources, pour cadrer un peu, c'est principalement un rapport assez dense. Il détaille les bases, les fondations, mais explore aussi des architectures spécifiques, comme les fameuses CNN ou les transformers, et il aborde aussi les défis de l'apprentissage de ces réseaux. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, essayer de décortiquer tout ça, comprendre un peu ce qui se cache derrière ces termes, et pourquoi c'est si important. Bonne mission. Alors, pour commencer simple, vraiment simple. Un réseau neuronal, c'est quoi au juste? Disons, un ensemble d'unités de calcul, les neurones. C'est ça. Des neurones artificiels, on les organise en couches. D'accord. Il y a une couche d'entrée, elle reçoit les données brutes, l'image, le texte, peu importe. Ok. Ensuite, une ou plusieurs couches qu'on appelle cachées. C'est là que le gros du traitement se fait. Le cœur du réacteur, en quelque sorte. Exactement. Et enfin, une couche de sortie qui donne le résultat final, la prédiction, la classification. Et c'est l'empilement de beaucoup de ces couches cachées qui donne le deep learning. C'est ça l'idée. Tout à fait. Deep, profond, ça vient de là. Et ces couches cachées, elles sont vraiment cruciales. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles apportent de si spécial? Les tout premiers modèles, les perceptrons simples, ils étaient très limités. Ils ne pouvaient pas gérer des choses non linéaires. Le problème classique, c'est le XOR, le ou exclusif. Impossible pour un perceptron simple. Ah oui, je me souviens de ça. Voilà. Et l'introduction de fonctions d'activation non linéaire dans les neurones des couches cachées, ça a tout changé. ReLU, par exemple, qui est très utilisé aujourd'hui. ReLU, oui. Elle permet au réseau d'apprendre des relations beaucoup plus complexes dans les données. C'est fondamental. D'accord. Donc on a ces couches capables d'apprendre des choses complexes grâce à la non-linéarité. Mais comment elles apprennent? C'est quoi le mécanisme? Alors, l'apprentissage, ça consiste à ajuster des paramètres, principalement deux types, les poids, Les poids, oui. qui représentent la force de la connexion entre deux neurones. Plus le poids est élevé, plus le signal passe fort. Et les biais. Les biais, ouais. Oui, on peut voir ça comme un seuil d'activation pour chaque neurone. Ça aide à décaler la fonction d'activation. Et tout ça s'ajuste via un processus clé, un cycle. Oui, d'abord la propagation avant, ou forward pass. Le signal, l'information, traverse le réseau, de l'entrée jusqu'à la sortie. Ça donne une prédiction. Ok, le réseau fait une première tentative. Exactement. Ensuite, on compare cette prédiction avec la vraie valeur, la cible qu'on voulait atteindre. On calcule l'erreur. Logique. Et c'est là qu'intervient la rétropropagation, ou backpropagation. Cette erreur, on la propage en sens inverse, de la sortie vers l'entrée. D'accord, on remonte le courant. C'est ça. Et en remontant, un algorithme, le plus souvent c'est la descente de gradient, La fameuse descente de gradient. voilà. Il utilise cette information d'erreur pour calculer comment modifier, ajuster finement chaque poids et chaque biais, petit à petit, pour que la prochaine fois l'erreur soit plus petite. Et on répète ça plein de fois. Des milliers, des millions de fois, sur toutes les données d'entraînement, c'est un processus itératif d'optimisation. Ok, je vois le mécanisme général. Propagation avant, erreur, rétropropagation, ajustement. Mais vous disiez qu'il y a différentes architectures. Ça ne s'arrête pas là? Non, heureusement. Le modèle de base, c'est le réseau feed-forward, aussi appelé perceptron multicouche, ou MLP. L'info va juste tout droit. Simple et direct. Oui, mais pas toujours le plus efficace selon les données. Le vrai potentiel, il vient avec des architectures spécialisées. Comme les CNN pour les images. J'ai lu ça. Exactement. Les réseaux convolutionnels, CNN. L'idée est géniale et inspirée de notre propre système visuel. Ah oui. Comment ça? Ils utilisent des filtres de convolution. Ce sont comme des petites fenêtres qui scannent l'image. D'accord. Pour détecter des motifs locaux très spécifiques. Des bords, des coins, des textures, des couleurs. Et les couches suivantes combinent ces motifs simples pour en détecter de plus complexes. Une hiérarchie, un peu comme le cortex visuel. Et le pooling dans tout ça? Le pooling, ça vient souvent après la convolution. Ça permet de réduire la taille de la représentation, de la rendre moins sensible aux petites variations de position, tout en gardant les informations importantes détectées par les filtres. Ça simplifie et ça évite de surcharger le calcul. Fascinant cette adaptation à la nature des données. Et pour autre chose que les images, comme le texte ou le son. Alors là, on entre dans le domaine des séquences. L'ordre des éléments est crucial. Historiquement, on utilisait beaucoup les réseaux récurrents, les RNN. Les RNN, oui. Leur particularité, ils ont une boucle. La sortie d'un neurone à un instant t est réinjectée comme entrée à l'instant t+1. Ça leur donne une sorte de mémoire interne pour prendre en compte le contexte passé de la séquence. Une mémoire. Intéressant pour le langage. Oui,
mais ils avaient leurs limites. Notamment du mal à gérer les dépendances à long terme quand deux mots importants sont très éloignés dans une phrase. Et leur nature séquentielle les rendait lents à entraîner. Et c'est là que les Transformers entrent en jeu. Ceux qui ont tout changé. Absolument. Les Transformers, c'est une révolution, surtout en traitement du langage naturel NLP. Leur innovation majeure, c'est le mécanisme d'attention. L'attention. Expliquez-nous. En gros, au lieu de juste regarder l'état précédent comme un RNN, l'attention permet au modèle, pour chaque mot, de regarder tous les autres mots de la séquence et de décider lesquels sont les plus importants pour comprendre le contexte de ce mot précis. Peu importe la distance. Ah, donc il peut connecter des mots très éloignés facilement? Exactement. Et le plus fort, c'est que ces calculs d'attention peuvent être faits pour tous les mots de la séquence en même temps, en parallèle. En parallèle. Contrairement au RNN qui traitait mot par mot. C'est ça. Ça a fait sauter le verrou de la séquentialité. Du coup, on peut entraîner des modèles beaucoup plus gros, beaucoup plus profonds, de manière très efficace sur les architectures matérielles modernes, comme les GPU. C'est ce qui a permis l'explosion des grands modèles de langage type GPT. Impressionnant. Mais entraîner ces énormes modèles, ça doit poser des problèmes, non? On imagine que ce n'est pas si simple. Quels sont les pièges? Oh oui, il y a des défis. Le plus connu, c'est sans doute le surapprentissage, l'overfitting. Le modèle apprend trop bien les données d'entraînement. C'est ça. Il mémorise les exemples par cœur, même le bruit, et du coup, il devient incapable de généraliser à de nouvelles données qu'il n'a jamais vues. Ses performances s'effondrent en production. Et l'inverse existe aussi? Oui, le sous-apprentissage, l'underfitting. Là, le modèle est trop simple. Il n'arrive même pas à capturer la structure essentielle des données d'entraînement. Il est mauvais partout. D'accord. Surapprentissage, sous-apprentissage. Et il y avait aussi une histoire de gradient qui pose problème. Oui, c'est un autre écueil majeur, surtout dans les réseaux très profonds. Lors de la rétropropagation, les gradients, ces signaux d'erreur qui guident l'ajustement des poids, Oui. ils peuvent devenir soit extrêmement petits en remontant vers les premières couches, c'est le vanishing gradient, le gradient qui s'évanouit. Et donc les premières couches n'apprennent plus rien. Exactement, elles sont comme gelées. Ou alors à l'inverse, les gradients peuvent devenir gigantesques, ils explosent. C'est l'exploding gradient. Et là j'imagine que ça déstabilise tout. Complètement. Les poids changent de manière erratique, l'entraînement diverge, ça ne marche plus du tout. Ok, ce sont des problèmes sérieux. Mais j'imagine qu'on a trouvé des parades. J'ai entendu parler de dropout, de batch normalization. Oui, heureusement. La communauté de recherche a développé tout un arsenal de techniques. Contre le surapprentissage, la base, c'est d'avoir plus de données et des données variées. Logique. Mais on utilise aussi des techniques de régularisation, comme L1 ou L2, qui ajoutent une pénalité dans la fonction de coût pour décourager les poids d'être trop grands. Ça force le modèle à être plus simple, plus général. Et le dropout? Le dropout, c'est assez malin. Pendant l'entraînement, à chaque étape, on éteint aléatoirement un certain pourcentage de neurones. On les désactive. Oui, temporairement. Ça oblige le réseau à ne pas trop dépendre d'un petit sous-ensemble de neurones et à développer des représentations plus robustes, plus distribuées. Ça améliore beaucoup la généralisation. Malin, en effet. Et pour les gradients fous? Alors, contre les gradients qui explosent, une technique simple et efficace, c'est le gradient clipping. On fixe un seuil maximal, et si un gradient dépasse ce seuil, on le ramène juste à la valeur max. Ça évite les très grands sauts instables. On coupe la tête à ce qui dépasse? Voilà. Et pour le problème des gradients qui disparaissent, mais aussi pour stabiliser l'entraînement en général, la batch normalization est très populaire. Batch normalization. En gros, ça normalise les sorties de chaque couche, la moyenne devient 0, l'écart type 1, avant qu'elle n'entre dans la couche suivante. Ça aide à maintenir un flux de gradients plus stable à travers le réseau profond. Et rien que le choix de ReLU comme fonction d'activation, par rapport aux anciennes comme sigmoïde ou tan, ça aide déjà beaucoup contre le vanishing gradient. D'accord. Donc si on essaye de récapituler tout ça, on a des briques de base. Neurones, couches, poids, biais. C'est ça, un processus d'apprentissage itératif, puissant mais délicat. Propagation avant, calcul d'erreurs, rétropropagation avec la descente de gradient. Exactement. Et surtout, des architectures spécialisées, conçues sur mesure. Les CNN pour le spatial, les images, les RNN pour le séquentiel, le temps, et les transformers avec l'attention pour une compréhension plus globale et parallèle des séquences. Le choix de la bonne architecture semble vraiment fondamental. Tout à fait. C'est vraiment la combinaison de ces architectures de plus en plus sophistiquées et des techniques pour maîtriser les difficultés de leur entraînement qui a permis l'essor spectaculaire du deep learning ces dernières années. Et ça continue d'évoluer très vite. L'attention n'était qu'une étape. C'est clair.
Alors, une dernière pensée, une question pour laisser matière à réflexion. Si on dit que les CNN s'inspirent de la vision, que les RNN et Transformers modélisent le traitement séquentiel ou attentionnel du langage, quel pourrait être le prochain grand saut? Quel aspect encore plus fondamental de l'intelligence, de la cognition humaine, ou peut-être de l'apprentissage lui-même, la prochaine grande révolution architecturale cherchera-t-elle à capturer? Excellente question. Peut-être quelque chose autour du raisonnement causal, de la mémoire à très long terme associative, ou même de la conscience. Vaste sujet.